aura deux discours aujourd'hui. Le premier un tout petit peu plus long et plus sérieux, et le second un peu plus court et plus léger. Je sais que ça contrevient à la règle des 2 fois 12 minutes, mais je suis sûr qu'on m'en tiendra pas rigueur. Donc je vais commencer. Chers collègues, j'espère que vous allez tous très bien et que vous survivez à cette nouvelle phase de vos vies, de nos vies. Personnellement, je me sens plutôt déconfit que déconfiné. Oui, on nous demande de reprendre le cours de nos vies, c'est bien joli, mais que sont-elles donc nos vies? Bref, j'espère que vous épanouissez bien dans ce fatras, pour rester poli. Donc on va parler de publicité aujourd'hui, on va parler de différents types de publicité. Dans un premier temps, de publicité politique ou électorale, puis pour le deuxième discours, on parlera de publicité commerciale et de profilage. Donc comme je le disais, le premier sujet sera traité avec plus de sérieux, le second avec plus de légèreté. Donc évidemment, on va parler de publicité sur le web, car qui dit politique, qui dit publicité électorale, dit évidemment web. Ça coule de source. Le web, c'est la première source d'information pour la majeure partie des électeurs. Bon, peut-être que vous êtes attaché au papier et que vous disposez d'une ribambelle d'abonnements à divers canards, ou peut-être même que vous êtes un pilier de votre kiosque à journaux. Et alors là, peut-être que vous allez former votre opinion avec toute une série de quotidiens prestigieux, le Financial Times, Le Monde, Le Figaro, Die Süddeutsche Zeitung, The Atlantic. Et vu que vous êtes un bon citoyen ou une bonne citoyenne, vous, naturellement, diversifiez le positionnement politique des feuilles de chou que vous lisez. Mais si vous êtes un citoyen lambda, et il n'y a rien de mal à ça, vous faites comme tout le monde. Et vous découvrez l'actualité sur Facebook ou sur Twitter. Donc peut-être via votre oncle ou votre cousin un peu étrange, si vous n'avez pas encore désactivé ces publications ou ces notifications, mais plus probablement via des médias traditionnels, des personnalités publiques ou des responsables politiques. Et ça, c'est précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs aussi précisément ce qui intéresse les partis politiques de tous bords, et en particulier les partis politiques américains. Et c'est d'ailleurs de la situation aux États-Unis dont nous allons parler principalement. Donc vous savez que Facebook fut un vecteur majeur de la victoire d'Obama en 2008. Ce fut en quelque sorte l'élection qui devait changer la donne, et ce de façon définitive. Désormais, impossible de se passer des réseaux sociaux, ils sont au cœur de toute stratégie de communication politique. Qu'il s'agisse de vos amis ou des membres de votre famille qui veulent vous sensibiliser à telle ou telle cause, ou bien tout simplement jusqu'aux mastodontes politiques que sont les grands partis traditionnels américains. Bon, vous me direz que le sujet n'est pas nouveau, que 2008 ça date et que voilà, c'est du vu et du revu. Mais au contraire, je dirais, le 24 septembre 2019, s'est produit un événement considérable qui a fait grand bruit aux États-Unis, mais peut-être un peu moins par ici, de notre côté de l'Atlantique. Et selon moi, cet événement, il aura des répercussions considérables. Mais avant de lâcher le morceau, j'aimerais vous donner un état des lieux de la situation des publicités politiques ou électorales sur les réseaux sociaux. Fin octobre 2019, Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a annoncé que la plateforme ne publierait plus de publicité politique. Donc l'entreprise a justifié sa décision en faisant valoir que l'amplification d'un message politique, eh bien, c'était quelque chose qui se méritait, qu'on ne pouvait pas tout simplement l'acheter, que ce n'était pas une commodité. Donc, toujours selon les dires de Twitter, il faut que ce soit aux utilisateurs eux-mêmes de décider de relayer ou de retweeter ou non un message politique. Et donc que la plateforme ne mettrait pas à disposition des partis politiques ou des super PACs de mégaphones publicitaires. Puis l'entreprise a ajouté un élément, moi, que je trouve assez captivant à sa défense. Et c'est un élément qui pourrait, je pense, aussi nourrir notre réflexion à nous tous. Donc,
là, j'enfonce des portes ouvertes en disant que les publicités politiques peuvent avoir une incidence sur le résultat des élections. C'est évident. Et par là même, une incidence sur le quotidien de millions de citoyens. Mais Twitter ajoute, et là je pense qu'on touche vraiment au nœud du problème, c'est que ces publicités, elles posent un véritable défi pour le débat national civique, pour la conversation civique que l'on peut avoir au sein d'un pays. Car désormais, en fait, tous ces messages publicitaires, bien, ils sont optimisés par l'apprentissage profond, ils sont optimisés par le profilage des données, et ainsi, ces messages peuvent être très précisément adaptés à des citoyens très spécifiques. On peut cibler également des groupes de population très spécifiques. Et même ces messages peuvent aussi contenir de la désinformation, voire même des deepfakes. On reparlera des deepfakes un peu plus tard peut-être. Et donc toute cette machine publicitaire politique, eh bien, elle est en marche à une vitesse sans précédent et elle est extrêmement sophistiquée. Donc ça, c'était pour la position de Twitter. Alors, et que dit Facebook de la publicité politique? Eh bien, ils ont adopté un tout autre modus operandi. Les publicités politiques, ils sont toujours autorisés. Bon, les esprits chagrins diront que la plateforme n'a pas voulu renoncer à la source de revenus que représentent les publicités politiques ou électorales, mais Mark Zuckerberg lui apporte une toute autre justification. Selon lui, les publicités politiques sont un moyen crucial d'expression, en particulier pour les candidats et les groupes de plaidoyer qui ne font pas nécessairement l'objet d'une couverture fréquente par les médias traditionnels. D'ailleurs, je trouve qu'on pourrait rapprocher de cette position de celle qui avait motivé la Cour suprême à prendre l'arrêt Citizens United, qui autorise le financement illimité de super PACs pour les campagnes électorales. Donc, en outre, il y a un problème supplémentaire, c'est que ces publicités échappent à une certaine obligation, et c'est ce qui nous a été révélé à la date fatidique précédemment mentionnée du 24 septembre 2019. Mais avant la grande révélation, on va se pencher un peu sur les divergences entre Facebook et Twitter. Pourquoi est-ce que ces deux plateformes ont adopté des politiques différentes? Eh bien, tout simplement parce que Facebook a toujours été la plateforme de prédilection pour ce type de publicité. Quand on regarde quelques statistiques, on voit que les candidats à la primaire démocrate ont à eux tous dépensé près de 32 millions de dollars sur Facebook. Trump, quant à lui, a dépensé 13,7 millions de dollars en publicité rien qu'en 2019. Twitter, en revanche, et là, on se penche seulement sur la campagne électorale des élections de mi-mandat aux États-Unis en 2018. Eh bien, Twitter, pendant cette période-là, n'a engrangé qu'à peine 3 millions de dollars, donc des cacahuètes. Donc c'est sans doute cette différence considérable qui a pu inciter Twitter à transformer cette faiblesse en force et à ainsi mettre la pression sur Facebook en contrepartie de l'abandon d'une infime source de revenus. Et maintenant, c'est Facebook qui doit, en quelque sorte, assumer la responsabilité de l'autorisation des publicités politiques. Mais on va en venir finalement à cette révélation, qui d'ailleurs ne sera peut-être pas une révélation pour vous si vous en avez pris connaissance. Donc le 24 septembre 2019, dans un post de blog, Facebook a annoncé que les messages publicitaires des partis politiques seraient exempts des procédures de vérification des faits réalisées par des tiers. Oui, vous m'avez bien entendu, ces messages peuvent être à caractère mensonger s'ils sont diffusés par des partis politiques, ils ne seront pas retirés du site web. Donc cela signifie qu'il est capable de publier un clip de campagne contenant de la désinformation. Et quand bien même le caractère fallacieux du contenu est prouvable, eh bien, la plateforme ne retirera pas la publication. Donc, je peux vous donner un exemple notamment qui a eu lieu entre le 25 septembre et le 1er octobre 2019. L'équipe de campagne de Trump
a dépensé à l'époque environ 1,6 million de dollars en publicité sur Facebook pendant cette semaine. Et une de ces publicités qualifiait Joe Biden de salaud. C'était en anglais dans le texte. Néanmoins, le contenu injurieux est prohibé par Facebook et les employés de la campagne de Trump ont dû retirer le message. Un peu plus tard, la pub a refait surface, l'insultant moins, mais cette fois, elle contenait une fausse information à propos de Joe Biden. Bon, je ne sais plus laquelle, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Les fausses informations sont produites à une vitesse tellement effarante actuellement que bon, ça n'a pas d'intérêt. Bref, naturellement, il y a eu une véritable levée de bouclier de la part des démocrates qui ont réclamé le retrait de la pub en vain. Facebook a fait valoir que sa politique eh bien, l'empêchait de retirer cette publicité pour la raison précédemment mentionnée que les publicités des partis politiques sont exemptes des procédures de vérification des faits réalisées par des partis tiers. Donc, après tout ça, après avoir réfléchi à tout ça, moi je trouve qu'il y a deux questions principales qui émergent. Donc, la première, c'est les réseaux sociaux doivent-ils autoriser les publicités politiques? Et la deuxième, c'est si oui, doivent-ils en contrôler la véracité? Alors, après réflexion, pour moi, il m'apparaît difficile d'apporter une réponse claire et nette à ces deux questions. Alors, pour la première, pour l'autorisation des publicités politiques sur les réseaux sociaux, eh bien, on pourrait dire que interdire ces publicités, en fait, c'est favoriser les élus et les partis déjà en place, qui bénéficient déjà d'une bonne couverture médiatique, ce qui pourrait entraver le renouvellement de la classe politique. Donc, bon, si on est en place et si on a des politiciens ou des partis politiques en place avec qui l'on est d'accord, pourquoi pas? Mais ce serait faire preuve d'un peu de court-termisme et si jamais la donne change, eh bien, on serait bien content de pouvoir utiliser ces plateformes pour diffuser nos messages. En outre, cette autorisation ou non des publicités pourrait avoir également des effets différents selon les pays. Notamment pour Facebook, il faut savoir que Facebook est une plateforme internationale qui a 2,1 milliards d'utilisateurs à travers le monde, dont 270 millions en Inde, 130 millions en Indonésie, 120 millions au Brésil, 82 millions au Mexique, 68 millions aux Philippines, 58 millions au Vietnam, 46 millions en Thaïlande et 37 millions en Égypte, en Turquie et au Royaume-Uni. Alors, pour la deuxième question, la question de la véracité, bien, encore une fois, on se dit que la réponse doit être évidente. Dit, pourquoi, me demanderez-vous, pourquoi laisser en ligne des contenus au caractère mensonger? Ça paraît évident qu'il ne faut pas laisser ces contenus en ligne. Et de prime abord, cette décision de Facebook nous paraît absurde, car le bon sens exige de nous que l'on réprouve le mensonge politique surtout, ça tient vraiment de l'instinct. Mais en fait, il faut se demander qui va juger de la véracité ou non. Parfois, c'est évident qu'une publicité est mensongère. Parfois, les mensonges se font plus insidieux. Ou parfois, la vérité est plus difficile à établir. Donc, il faut s'imaginer que si Facebook s'érige en arbitre de la vérité, eh c'est toute une autre série de problèmes qui pourraient émerger. Est-ce que l'on fait confiance à Facebook? Est-ce qu'on ne préférerait pas faire confiance aux citoyens pour juger eux-mêmes? Est-ce qu'on préfère faire confiance au gouvernement pour décider de ce qui doit être publié ou non? Bref, c'est un peu une question sans issue, il n'y a pas de réponse. Ou alors, pour y apporter une réponse claire, il faudrait vraiment analyser une quantité de variables différentes. L'incidence précise de telle ou telle publicité sur tel ou tel groupe de population. Est-ce que les citoyens sont capables de se montrer critiques envers telle ou telle publicité? Quel est l'effet général sur tel ou tel secteur? Bref, c'est infini. Qui est ciblé? Pourquoi? Bref, c'est quasiment une tâche incommensurable. Et de plus, pour tout cela, il faudrait que Facebook donne accès à toutes ces données afin qu'elles soient passées au peigne fin par des chercheurs, et ça, je ne pense pas que ce soit demain la veille. Je vous remercie pour votre attention.